Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30 de RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2023. Voici les titres de ce journal. Le dossier de la rédaction nous conduit ce soir à Kani, ville du nord de la Côte d'Ivoire, où, selon la légende, une jeune fille s'est offerte en sacrifice pour la stabilité et la prospérité de son peuple. Les détails de cette histoire atypique dans quelques instants. Hors de chez nous, une attaque surprise du Hamas fait près de 600 morts en Israël. L'État hébreu promet vengeance. Enfin, en Afghanistan, le bilan du séisme qui a secoué le pays ne cesse de grimper. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver des survivants. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. Direction Kani, dans la région du Ourodougou, qui à l'époque était un village secoué par des conflits répétitifs. Agacés par la situation, les sages ont fait appel à un médium qui leur a demandé de sacrifier une jeune fille vierge. Et malheureusement, c'est Makani, fille unique, qui a été offerte en sacrifice pour le bonheur de la localité, car répondant aux critères. Quand Makani sauve Kani, une palpitante histoire relatée par Ansita Diarra et Enza Traoré. Tout village ou encore toute ville a son histoire. C'est le cas de Kani, une localité située dans la région du Ourodougou. C'est qu'à l'époque, Kani était un gros village mais secoué par plusieurs conflits. Des conflits qui perturbaient considérablement la quiétude des habitants de Kani. Désespérés et exacerbés par cette situation, les sages du village font appel à un médium. L'objectif pour eux, trouver une solution définitive à ces crises répétitives. L'homme aux talents paranormaux, après analyse du problème, demande au village de sacrifier une jeune vierge pour le retour de la paix et pour le bonheur du village. Et c'est ce qui sera fait. Malheureusement, c'est Makani, fille unique de ses parents, qui répond bien aux critères donnés par le médium. Elle fut donc sacrifiée sur ce site. Musu Mingela Suma Srakali, on dirait qu'Anamolito. Elle a été sacrifiée pour la stabilité et la sécurité du village. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle était rouquine. Donc, elle venait de notre famille. La dame, elle venait de notre famille. C'est ce qui fait que, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ici, nous, on nous demande d'être devant. Selon ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils sont venus la faire arrêter ici et les gens ont commencé à parler des incantations. Elle a commencé à descendre dans la terre. Et lorsqu'elle a disparu, ils ont mis la pierre là sur sa tête. Maintenant, avec du sable, le sable qui était là, ils ont pris ce sable-là, donné aux gens, ils étaient ça partout. Voilà. Selon eux, partout le sable va arriver, en tout cas la ville va dépasser là-bas. Et aujourd'hui, on voit que la ville a dépassé tout simplement. Et pour rendre hommage à Makani, son nom est donné au village, d'où l'appellation Kani. La tombe de Makani devient ainsi un site touristique et un lieu de recueillement pour les habitants de Kani et pour les ressortissants de ce village vivant dans d'autres localités. Kita hamifo, jute romalo, ne kita hamira la, ano juoke. Les gens viennent à peu près de partout, en Côte d'Ivoire ici d'abord, et même les pays frontaliers, pour venir chercher la bénédiction. S'ils ont des problèmes, ils viennent exposer. Voilà. Il faut savoir que ce n'est pas un fétiche. Voilà, c'est pas un fétiche. Quand vous venez, tu dis ce qu'il y a à l'intérieur, au profond de ton cœur. Nous, on demande à Dieu. Voilà, on demande à Dieu. Et le plus souvent, Dieu exauce les prières qu'on fait ici. Maintenant, en ce qui concerne les rémunérations, chacun vient, il donne, selon nous-mêmes, quand on te fait des bénédictions, tu donnes quelque chose en guise pour que la bénédiction puisse aboutir. À Kani, les Bakayoko ont été les premiers à y habiter. Ont suivi les Métis et les Fofana. Depuis lors, une alliance très forte existe entre les Bakayoko et les Métis. Les Bakayoko sont les premiers venus
Donc c'est eux vraiment les vrais propriétaires des Kali. Voilà. Même quand on parle de propriétaires terriers, c'est les Bakayoko qui sont les vrais propriétaires terriers des Kali. Tous les autres sont venus nous trouver ici. C'est Dieu qui nous a créés et nous avons créé les Métis. Donc c'est pour cela que l'alliance aussi, c'est pour préserver la paix. Quand les Métis ont des litiges entre eux, quand les Bakayoko interviennent, en tout cas, la plupart du temps, c'est chose finie. Bon, le contraire aussi, c'est la même chose. Quand les Bakayoko sont en conflit, les Métis viennent intervenir. Bon, c'est chose finie aussi. Donc nous sommes ici, il n'y a pas de problème entre nous, c'est la paix, on rit, c'est la joie. Si les Métis, si on va leur demander pardon pour quelque chose, s'ils n'acceptent pas, c'est pour nous notre village, on les met au dehors. Ils ont l'argent que nous, mais le village, c'est pour nous. Donc, selon les chefs des terres des Kani, les Métis seraient venus du Mali voisin. Avant de quitter leur pays d'origine, avant le XVIIe siècle, ils demandèrent aux Fofana, connus pour leur talent de voyant et de prédicateur, de leur permettre d'effectuer un voyage de sans-retour avec l'un de leurs fils, un Fofana. Après ce geste fort d'une grande générosité, les familles Fofana et les Métis sont devenues inséparables. Quand nous sommes venus, notre première position c'était vers Sarala. Le Fofana a dit on est assis là, mais le site demandé c'est pas ici. Ils se sont déplacés, venus dépasser Kani ici pour aller vers Tété. Après quelques années, le Fofana a dit jusqu'à présent, le site que moi j'ai vu, c'est pas ceci, c'est pas ici. Et peut-être on l'a dépassé même. Donc ils se sont retournés encore. Le chef des terres lui revient sur l'alliance entre sa famille et les Bakayoko, n'ont sans oublier de raconter une anecdote. On est allé à la chasse et au cours de la chasse, le Fakouché est sorti et tout le monde a fui. Lui, il n'a pas pu fuir. Le chef des Bakayoko n'a pas pu fuir. On a vu que le Bakayoko s'est agenouillé, commençait à supplier le Fakouché et il dit il faut me pardonner. En tout cas, moi, je suis un Bakayoko. Bon, et c'est là, nous tous, on a compris que le Fakouché, c'est un Bakayoko. Le Fakouché, vraiment, a continué sa route. Voilà, que c'est mon parent. À Kani, seuls les Fofana sont habilités à faire des prières avant et après les cérémonies. Ils sont aussi sollicités lorsque la ville traverse des moments difficiles. La famille Fofana, c'est les premiers marabouts, sinon c'est les marabouts du village. Nos rôles, c'est d'enseigner les gens, non seulement l'islam, la cohésion, la fraternité. Tout ce qui est bien, c'est ce que nous faisons ici. Quand il y a un litige, maintenant c'est nous, on règle ça. Toutes les grandes cérémonies qui vont se passer, vont dire Fofana, tu dis présent. Maintenant on dit faut faire dehors. Maintenant on fait soal. Maintenant quand c'est pour la clôture aussi, c'est nous on fait dehors, on fait bénédiction partout. Aujourd'hui, Kani est devenue une destination prisée pour ses nombreux sites touristiques. La mosquée de type soudanais du XVIIe siècle, la rivière Sansingé et le puits intarissable situé au quartier Mamouroula de la ville. Parlons santé à présent. Nous sommes en octobre et durant ce mois rose, les femmes sont sensibilisées au dépistage du cancer du sein. Et c'est dans ce cadre que la Fondation Femmes Sunamite en Action a organisé hier une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au lycée classique d'Abidjan-Cocody. De nombreux promoteurs de lutte contre la pathologie ont pris part à cette rencontre. Plus de précisions avec Yacouba Koulibaly et Bintou Pekele. Grace se souvient encore du cancer de sein qui a emporté sa tante il y a quelques années. À la journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au lycée classique d'Abidjan, Grace s'achète cette œuvre, Le cancer du sein, un mal à combattre. Puis, elle prête une oreille attentive au conseil des spécialistes de la santé. Une de mes tantes qui a eu un cancer du col de l'utérus vers les 40 ans. Et elle est décédée sans le savoir qu'elle avait un col de l'utérus. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai vu le livre, ça m'a beaucoup intéressée parce que net, j'ai cliqué là-dessus pour ne pas vivre encore cette histoire. Fatoumata Traoré représente Odou, auteur de cette œuvre.
Après sa communication et la séance de dédicace, Fatoumata encourage le geste de grâce. Celles qui savent lire, il faut qu'elles puissent avoir ce livre et qu'elles puissent lire ce livre pour enseigner celles qui ne savent pas lire. Parce que nous sommes toutes concernées. Quelle que soit ta classe sociale, tu peux être touché par cette maladie. Alors pour éviter cette maladie, il faut d'abord savoir ce que c'est que cette maladie. Ensuite, quoi faire pour l'éviter. Occasion pour la présidente de la Fondation Femmes Tsunamite en Action et Dr Simon Pierre Bouni, spécialiste de la santé, de faire des recommandations. Nous sommes en plein octobre rose. Nous avons décidé d'aller au-delà de la sensibilisation en adjoignant à la sensibilisation les dépistages des cancers du sein et du col de l'utérus. N'ayons pas peur d'aller nous faire dépister pour qu'on puisse dire à notre papa, à notre fils, le président Alassane Ouattara, maintenant on s'est fait dépister, on vous attend pour nous prendre en charge. La femme doit avoir un mode de vie sain. Une femme doit bouger fréquemment, beaucoup, d'accord, pratiquer une activité physique régulière, manger 5 fruits et légumes, contrôler son poids surtout à l'approche de la ménopause, autour de la ménopause, réduire la consommation de l'alcool, arrêter donc la consommation du tabac qui est à l'origine de plus de 20 cancers. Il est recommandé l'autopalpation des seins. À partir de 45 ans, se prêter à la mammographie et la radiographie des seins. C'est une très belle initiative pour nous les femmes parce que ce mois de octobre, dénommé Octobre Rose, nous interpelle par rapport à ces différents mots. Beaucoup de femmes ne savent pas de quoi il s'agit. Donc c'est bien de sensibiliser. En plus du dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus, la Fondation Femmes Tsunamite en Action entend persévérer dans sa vocation de lutter pour le relèvement de la dignité de la femme et de son bien-être. Bien plus qu'une simple campagne de sensibilisation au cancer du sein, Octobre Rose est aussi dédié à éduquer, soutenir et informer sur cette maladie qui touche des millions de femmes à travers le monde. Autre sujet à présent, clap de fin pour la 6e édition du Sahara. Parmi les milliers de visiteurs enregistrés par l'événement, nombreux y étaient pour en savoir un peu plus sur l'agriculture, de la semence jusqu'à la récolte, un processus expliqué par le président de l'Association des semenciers de Côte d'Ivoire au micro d'Abdoul Aziz Guira et Bintou Pekele. Le rideau est tombé sur le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette 6e édition a vu la participation de près de 300 000 personnes sur 10 jours d'exposition. Parmi ces visiteurs, nombreux sont passionnés d'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne. Et le Sahara est une aubaine pour eux. J'aime bien l'agriculture parce qu'elle nous permet de vivre et puis planter des choses. Là, il faut prendre soin de la terre en fait. Je trouve que c'est une bonne filière et que c'est une filière rentable. Travailleurs ou étudiants, ils sont nombreux à s'intéresser aux termes clés de l'agriculture, notamment la semence. L'agriculture, c'est assez vaste, donc on ne peut pas dire qu'on connaît l'agriculture, mais on a quelques petites notions quand même. Je connais plus le côté machiniste, je maîtrise plus le côté machine, mais le côté semence pas trop. C'est une occasion pour nous de découvrir et d'apprendre encore plus, parce que c'est un secteur d'avenir, l'agriculture. Léopold est le président des semenciers de Côte d'Ivoire. À l'occasion du Sahara, il instruit les visiteurs sur le rôle de la semence dans le processus d'une production de qualité. La fondation du système agricole est la semence. La semence joue également sur la mécanisation. On travaille le sol par rapport à ce qu'on va planter. Et on fait toutes les activités, la traçabilité par rapport à ce qu'on va planter. Donc la semence participe à, comme le dit, à l'agriculture de précision. Parce qu'une semence qui est certifiée, on vous dit cette semence, voilà où elle doit produire, voilà ce qu'elle a comme maladie, voilà comment on la traite, voilà comment on la fait pour que ça puisse donner en tant que tel. Les gens maintenant peuvent investir dans la semence pour qu'on puisse créer un développement. Donc chaque semence est une activité en tant que telle. Et chaque semence apporte quelque chose de spécifique. Ces conseils mis en application permettront aux agriculteurs d'obtenir d'excellents résultats en fin de récolte. Ces résultats vont inciter encore plus de jeunes à embrasser ce secteur d'activité, ce qui va contribuer à la réduction du taux de chômage dans le pays. Toujours à propos du 6e Salon international de l'agriculture et des ressources animales, restons avec le duo Abdoulaziz Guira Bintou Pekele. De nombreux moutons ont bénéficié d'un programme agricole appelé Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et qui a permis aux bénéficiaires de développer leur activité agricole. C'est tout heureux qu'ils ont présenté leurs produits au parc des expositions dans la commune de Port-Boué. Sous ces stands au Sahara,
du riz local, du manioc et plusieurs autres produits vivriers. Ils appartiennent à ces producteurs venus des localités de la région du Bélier pour faire montre de leur savoir-faire. Tous sont bénéficiaires du DEP, projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier. En Côte d'Ivoire, on peut avoir aussi du bon riz local et de bonne qualité propice à la santé des Ivoiriens. Donc ici, on a eu plusieurs bénéficiaires, comme moi, de Green Control. On a cette coopérative qui fait les semences. Et on a une autre coopérative, les boissonneurs, qui font tout ce qui est semoule de manioc, semoule de banane. Ils reçoivent à ce jour la visite de la coordonnatrice du projet. L'idée, s'assurer de la qualité de production des bénéficiaires. Nous avons présenté différentes activités dans la filière manioc, dans la filière maïs, dans la filière riz, dans la filière poisson, et également pour la production de semences. Et nous sommes véritablement satisfaits parce que même les visiteurs, même les personnes officielles ont bien vu qu'il y a du travail qui est en train de se faire dans le Bélier. L'agriculture se modernise au fur et à mesure. Et c'était vraiment bien de pouvoir présenter tout cela à la face de tous ces acteurs-là. À ses côtés, le président de la commission scientifique du Sahara, satisfait du fruit de ce programme agricole. On a touché des tomates qu'on peut dire récoltées depuis plus d'une semaine, qui ont gardé leur fraîcheur. On peut dire que les tomates sont encore fraîches et c'est une fierté. Et tout cela grâce au concours de DPAI Bélier, sur les techniques de production, sur l'amélioration des techniques de production et sur même l'amélioration des techniques de gestion de leurs outils de production. Et vraiment, c'est une fierté pour nous. À ce jour, près d'une quarantaine de coopératives de la région ont déjà bénéficié du DEP, projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier. En athlétisme, intéressons-nous au tour de force de Kelvin Kiptum. En 3 marathons, le Kenyan de 23 ans s'est hissé au sommet de l'épreuve plus haut que la légende Eliud Kipchoge, immense favori du marathon de Chicago. Le Kenyan a réalisé un exploit ce dimanche en battant le record du monde de ce compatriote en 2 heures 0 minutes 35 secondes contre 2 heures 1 minute 9 secondes. Dans l'actualité internationale également, au Tchad, une cinquantaine de militants de l'opposition ont été arrêtés ce dimanche en N'Djamena, selon la police, alors qu'ils préparaient le retour de leur leader en exil depuis la sanglante répression, il y a 1 an, d'une manifestation contre le maintien de la junte au pouvoir. Et puis, comme annoncé en titre, des combats entre forces israéliennes et membres du Hamas se poursuivaient ce dimanche dans le sud de l'État hébreu au lendemain de l'attaque surprise lancée par le groupe islamiste palestinien. Plus de 700 Israéliens ont été tués et plus de 100 sont prisonniers aux mains du Hamas, selon le gouvernement israélien qui a annoncé avoir procédé à des frappes de représailles à Gaza. Au moins 370 Palestiniens y ont péri. Les États-Unis ont commencé à envoyer des munitions à Israël et ont renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. Enfin, plus de 2000 personnes sont mortes dans l'ouest de l'Afghanistan, frappées par un tremblement de terre hier qui a provoqué d'énormes dégâts, selon un nouveau bilan officiel communiqué ce dimanche. Un bilan qui pourrait grimper selon l'Organisation mondiale de la santé. Les opérations de sauvetage continuent pour retrouver des survivants dans les ruines des villages rasés. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.